On est bon, c'est parti pour le débrief hebdo. Pourquoi les marchés deviennent tout rouges? Est-ce que ce ne serait pas lié aux derniers chiffres macroéconomiques qui sont tombés cette semaine? Avis, point de vue, actualité, point technique et surtout casquette rouge conservée. Est-ce qu'on n'a pas une image pour expliquer ce que ça veut dire casquette rouge? Genre un truc simple, imagé. Salut les swingers skaters, ça short, je me présente, je m'appelle Xav, je viens de Nice. Alors cette semaine pour faire du blé, dans des marchés baissiers, il te faut savoir shorter. Pour shorter, c'est très simple, tu prends un indice, n'importe lequel, au plus haut, et tu short. Et dès qu'il rebondit, tu short. Et ça marche aussi avec d'autres actifs, genre le pétrole, et tu peux faire les deux en même temps. Et tu... Deux effets qui se coulent attendus cette semaine. Le premier, c'était le PIB aux États-Unis pour sa deuxième estimation. Donc c'est pour le quatrième trimestre 2022. On l'attendait à 2,9%, il est ressorti seulement à 2,7%. Mauvaise nouvelle. Mais le plus important, c'est la composante des prix qui est dans le PIB. Et là, c'est pas bon. Elle augmente plus rapidement que prévu à 3,7%. En d'autres termes, la croissance est moins forte et l'inflation est encore plus forte que ce qu'on attendait. Deuxième effet qui se coule, l'indice PCE. On est toujours aux États-Unis. Pour simplifier, c'est l'inflation qui avait déjà été publiée il y a 10 jours, donc pour le mois de janvier, mais mieux pondérée. Pour rappel, l'inflation il y a 10 jours, c'était donc le CPI, était ressorti conforme aux attentes à plus 0,5%. Qui d'ailleurs au passage était pour moi plutôt une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle. Puisque ça veut dire que la désinflation qui a commencé, comme l'a dit Jérôme Powell, pas si rapide que prévu. Et donc cet indice PCE particulièrement observé par la Réserve fédérale américaine et les marchés est ressorti à plus 0,6% contre plus 0,4% attendu. Ça veut dire que l'inflation augmente plus rapidement que ce qu'on attendait. On est donc clairement dans la mauvaise nouvelle. Logiquement et très rapidement, les marchés se sont ravisés sur les prochaines réunions de la Réserve fédérale américaine, notamment celle du 22 mars avec des anticipations d'une double hausse des taux qui augmente. On est à quasiment 40% estimé par le marché. On était à moins de 20% il y a une semaine. Donc avec ces deux chiffres qu'on a eu, le PIB aux États-Unis, sa composante des prix et l'indice PCE, ça nous montre qu'il y a moins de croissance et plus d'inflation. Et ça pue. Pourtant, la peur de récession, selon un sondage réalisé par Bank of America, réduit depuis quelques semaines, sachant qu'ils peuvent tout à fait se tromper, puisque c'est un sondage. Allez, restons au chapitre de l'inflation, mais direction Japon. L'inflation est à 4,3%. Ça, c'est pour le mois de janvier sur 12 mois glissants. On était à 4% en décembre. C'est le niveau le plus élevé depuis décembre 1981. Et malgré cette forte hausse des prix, le gouverneur de la Banque du Japon, le nouveau gouverneur d'ailleurs, a déclaré le maintien de la politique ultra accommodante de la Banque centrale du Japon est approprié. Allez, revenons chez nous, en zone euro, où Isabelle Schnabel, membre du comité du directoire de la Banque Centrale Européenne, a expliqué que nous sommes encore loin de crier victoire dans cette lutte contre l'inflation. Et elle a dit, je cite, qu'il y a un risque que l'inflation se révèle plus persistante que ce qui est évalué actuellement par les marchés financiers. Fin de la citation. Les taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne devraient augmenter jusqu'à 3,5% d'ici le mois de septembre. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait au moins 5 nouvelles hausses de taux de la part de la Banque Centrale Européenne d'ici là. Conclusion, question macro, ça se tend un peu, pour ne pas dire c'est tendu du slip. Alors que depuis le début de l'année 2023, tous les marchés se sont emballés, enflammés, on a même fait des nouveaux records historiques sur l'indice parisien CAC 40. Disons qu'on est en train de recorriger un petit peu tout ça, et ça fait plutôt nos affaires. Et avec cette actualité macroéconomique qui n'est pas bonne, tu le sais, je fais partie quand même de ceux qui sont particulièrement optimistes depuis ces derniers mois. Le marché aujourd'hui se dit j'ai peut-être exagéré. On est peut-être en train simplement de corriger cet excès d'optimisme par ce qu'on appelle une correction. Ça nous donne donc des anticipations sur ces hausses des taux des banques centrales qui sont en train d'augmenter. Premier impact est fait sur le dollar américain qui continue à augmenter. Il a d'ailleurs commencé à se réveiller il y a un mois et continue dans cette lancée, et c'est relativement logique. Il peut d'ailleurs également être considéré comme une valeur refuge. D'autres indicateurs que je surveille particulièrement, et notamment le taux à 10 ans aux États-Unis, augmente lui aussi logiquement, on s'approche des 4%. Et en contrepartie, ça nous donne sur les actifs risqués, notamment les marchés traditionnels, mais d'ailleurs également sur le marché des cryptos, une correction. Alors certes, pour le moment, elle reste relativement faible. Si on regarde le CAC et le DAX, on reste encore relativement perché. C'est chaud, certes, faut-il paniquer ?
La réponse est non. On le verra d'ailleurs juste après d'un point de vue technique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est simplement dans un ajustement du « et si tout pouvait bien se passer ». Que cette fameuse amorce de désinflation annoncée par Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, met plus de temps et que l'économie peut-être va en faire les frais. Voilà pourquoi les marchés baissent. Et oui, ça pourrait durer sans pour autant entrer en mode panique. On approche de la fin de la saison des publications d'entreprises. Sur le indice SP500, 80% des sociétés ont publié, 68% font mieux que prévu. La baisse des bénéfices est de moins 4,7%. C'est la première fois qu'on enregistre une baisse des bénéfices successives d'une année sur l'autre, et ce depuis le troisième trimestre de l'année 2022. C'était l'année du Covid. On était à moins 5,7% sur les bénéfices. En plus de ça, il y a Walmart qui inquiète puisqu'elle s'attend à un ralentissement de la croissance des ventes et ce pour le second semestre de cette année. Pourquoi? Parce qu'il commence à ressentir l'impact de l'augmentation de ses taux d'intérêt qui au passage explique que la Fed est pour elle un peu trop agressive. Je cite d'ailleurs le directeur financier de Walmart. Nous n'avons pas été dans une position où nous avons vu la Fed resserrer sa politique monétaire aussi rapidement. Nous voyons des problèmes où les défaillances sont en hausse et des choses comme les prêts automobiles et des taux d'épargne qui sont en baisse. Il y a beaucoup d'inconnus pour la seconde moitié de l'année. Et n'en restons pas là puisque Home Depot en rajoute également une couche en disant que les bénéfices pour l'année pourraient baisser et ce pour la première fois depuis la crise financière. À cause de quoi? Un contexte d'inflation et des taux hypothécaires élevés. Ce qui fait que la demande des consommateurs pour l'amélioration de l'habitat se réduit. Avant de commencer la partie technique, l'indice allemand DAX, sa composition va changer. Commerzbank va remplacer l'IND le 27 février. Nous disions donc que les marchés ont commencé à corriger, ce qui nous a permis d'en profiter. Alors je vous le disais dimanche dernier, travailler plutôt exclusivement à la vente tant qu'on était sous des zones de polarité, en particulier les indices américains. On travaille en intraday, j'ai toujours mes zones de polarité, notamment sur le dos, par exemple 33 900, sens prioritaire baissier tant qu'on est en dessous. 4100 sur l'indice SP500, si on monte là au-dessus, je réduis la voilure. Je terminerai en disant ne soyez pas impatients si vous ne voyez pas le résultat immédiatement. Ces fameuses zones 33 900 sur l'indice Dow Jones, sous 4100 sur l'indice SP500 et les 12 200 sur l'indice Nasdaq. Tant qu'on était en dessous, uniquement un biais vendeur, une casquette rouge. Entre-temps et tous les jours que les indices américains ont baissé, j'ai baissé progressivement ces zones de polarité pour éviter que le risque augmente au fur et à mesure que les indices baissent. Alors ça a parfaitement fonctionné puisque quasiment tous les jours, j'ai initié des ventes pour accompagner ce qu'on appelle un flux de marché. Globalement, les trois indices américains ont perdu cette semaine 4%, ce qui est relativement énorme. D'autant plus en travaillant à la vente tous les jours ces trois indices. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. C'est vrai que je le dis souvent, mais je le répète, quand un plan se déclenche et qu'il n'y a absolument aucune invalidation, que le marché nous montre qu'on n'a absolument pas tort de continuer, il faut continuer à charbonner encore et encore et encore. Parce que c'est vraiment le point clé d'une performance sur l'année. Et à l'inverse, il ne faut pas insister là où ça fonctionne pas. Mais à un moment donné, quand on attrape le bon actif, le bon flux, la bonne tendance, faut pas le lâcher. D'autant plus lorsqu'on a des événements macroéconomiques, comme on l'a vu cette semaine, qui vont dans ce sens-là. Et on l'a bien compris juste avant, avec tous les chiffres qu'on a eus, c'est le cas. Alors, est-ce que je vais continuer à travailler dans ce sens-là? Alors, je vais me calmer sur les ventes après les avoir charbonnés, les trois indices américains pendant 2 semaines, parce qu'on arrive sur des zones clés daily. Encore une fois, après avoir perdu 4% sur l'indice Dow Jones autour des 32 500 points, c'est vraiment une zone clé daily, les plus bas de la fin de l'année dernière. C'est d'ailleurs l'objectif final de ces ventes. Alors, est-ce que ce niveau technique va tenir? Je peux pas donner la réponse. Par contre, je peux vous dire que pour abandonner cette casquette rouge, il va falloir des signaux positifs une fois que l'indice Dow Jones aura rallié cette zone. Avec quoi? Ça peut être un dépassement des plus hauts de la veille. C'est ce qu'on appelle en langage technique un breakout daily. Est-ce qu'on peut enfoncer cette zone et aller plus bas? La réponse est oui. Ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, le marché est en train de se dire l'optimisme a été peut-être un peu trop important. Et c'est pour ça que c'est en train d'être corrigé. Nul ne sait aujourd'hui de quoi sera fait les prochains chiffres macroéconomiques? Est-ce qu'ils seront encore pires que ce qu'on attend ou est-ce que finalement c'était simplement un ajustement temporaire? On peut se dire aussi effectivement que la désinflation qui est censée être amorcée
ne sera pas aussi rapide que prévu. Et que l'économie qui pour le moment est super robuste ne va peut-être pas résister longtemps à des taux d'intérêt aussi élevés. Donc mon avis, après avoir largement profité depuis ces 2 dernières semaines de ces corrections baissières, notamment sur les indices américains, c'est déjà de surveiller techniquement ces niveaux clés. Alors je le disais ici sur l'indice Dow Jones autour des 32 500, vous l'avez ici sur l'indice SP500 mais aussi sur le Nasdaq. Au contact de ces niveaux-là, si on a des réactions positives, alors oui, clairement, et j'hésiterai pas à ranger ma casquette rouge. Et pourquoi pas d'ailleurs prendre une casquette verte. Et c'est à ce moment-là que je privilégierai du coup les achats. Alors, en faisant ça, clairement, je n'aurai pas le point bas. C'est pas le but. Mais une fois que j'ai des réactions positives sur ces niveaux clés, alors à ce moment-là, j'aurai des niveaux d'invalidation qui seront clairs sous les derniers plus bas qu'on aura fait. Encore faut-il bien évidemment que le marché réagisse positivement lorsqu'on y arrivera. Alors attention aussi sur les indices européens, notamment l'indice CAC et DAX, qui n'ont pour le moment absolument pas baissé. Ils sont perchés. Alors, ils ont corrigé aussi, mais oui, il pourrait y avoir quelques prises de bénéfices appuyées, ce qui serait d'ailleurs légitime, d'autant plus si les marchés américains n'arrivent pas à stopper cette petite hémorragie qu'on a connue cette semaine. D'ailleurs, les niveaux d'achat swing sur le DAX et le CAC, je les remets ici, ils sont quand même encore un peu loin. Alors pour répondre à la question, est-ce que le pire est devant nous? Je dirais que non. En tout cas, pas pour le moment. Faut que j'aille couper le four pour le gâteau. One eternity later. Donc j'en étais où? C'est bon, le gâteau est sorti du four. J'attendais une correction pour la travailler et j'attendais des niveaux de prix plus raisonnables, 4, 5, 6% plus bas pour commencer à me poser la question de racheter dans le sens de cette tendance haussière qu'on connaît depuis le début de l'année, voire peut-être même un petit peu avant. Alors plutôt que de commencer à paniquer et d'entrer dans le piège du « Ah ça y est, on rentre en hashtag bear market ». Méfiez-vous d'ailleurs de ceux qui prévoyaient que le marché allait baisser alors qu'ils ont eu tort pendant des semaines, pendant des mois, parce que ça y est, ça commence à baisser un peu. Je ne suis pas là pour prédire l'avenir, pour avoir raison, mais simplement de travailler des zones clés dans un contexte de marché que je comprends et accompagner le plus longtemps possible un flux de marché lorsqu'il se déclenche. Alors probablement oui, la semaine prochaine, je rangerai, pourquoi pas, et ça me dérangerait d'ailleurs absolument pas, la casquette rouge, à une casquette bleue déjà dans un premier temps, parce que l'ampleur de la correction que je m'étais fixée est quasiment déjà atteinte. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Contrairement à peut-être ce que vous pouvez croire, vendre tous les jours, même lorsqu'on est dans un flux baissier, c'est pas forcément évident. Parce qu'à chaque fois que ça baisse beaucoup, on se dit « Ah, ça a beaucoup baissé, donc il y a plus de chances que ça monte », alors que c'est absolument pas vrai. En fait, c'est tout l'inverse. Le but du jeu, c'est de rester rigoureux avec ces niveaux d'invalidation ou zone de polarité, de ne pas être euphorique dès que le marché commence à aller dans notre sens, et vraiment de rester focalisé sur le processus, et pas sur le résultat en se disant « Ah, ça y est, j'ai fait un trade gagnant, super, oulala, et puis je passe à autre chose ». Absolument pas. L'important, c'est d'être capable de jeter sa casquette pour en prendre une autre parce qu'on a des éléments objectifs, que ce soit techniques ou fondamentaux, qui nous incitent à le faire. N'ayons pas raison une fois sur 10 pour s'en vanter, mais soyons le plus souvent possible dans le bon sens du marché. Alors oui, j'ai travaillé exclusivement cette semaine les 3 indices américains. Je suis le premier d'ailleurs à dire de se concentrer sur 3-4 actifs, 3-4 plans dans la semaine. Alors du coup, j'ai travaillé 3 actifs sur cette semaine, sur 3 plans, bon, qui étaient similaires du coup, mais quand même 3 plans. Donc, j'étais pas focus sur le marché des cryptos et il a bien évidemment suivi le pas. Je rappelle, le marché crypto est quand même relativement corrélé au marché traditionnel. Donc on disait, on n'est pas sur la capitalisation totale, sur une zone d'achat ultra intéressante, là au-dessus de ces niveaux de résistance, même si oui, la tendance de fond reste haussière. Donc le but c'est d'acheter plutôt des supports, donc sur repli, d'autant plus lorsque le marché a explosé comme depuis le début de l'année. Alors c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu sur les marchés américains ou les marchés européens, c'est le même principe sur les cryptos. Haussier, oui, faut payer, oui, mais plus bas sur repli lorsque le marché nous donnera des éléments techniques positifs. Alors pour simplifier à l'extrême, j'attends ces niveaux clés qu'on peut avoir ici sur l'Ethereum, également sur le Bitcoin. Une fois qu'on les rallie, on attend par exemple des breakouts haussiers daily, franchissement des plus hauts de la veille, et ce qui permet de bénéficier d'un bon timing d'intervention du coup, et de reprendre le sens de la tendance haussière. Et le but là-dedans, une fois que ça réagira sur le marché dans le sens global, de privilégier plutôt les plus fortes, celles qui surperforment, qui sont montées plus vite, puisqu'il y a plus de chances que les plus fortes repartent plus vite
que celles qui sont plus faibles. Semaine prochaine, ce sera beaucoup plus light niveau macro. On aura quand même quelques stats à suivre, comme par exemple la confiance des consommateurs, important. Restons dans le sens du flux, oui, en ajustant quand même progressivement les niveaux d'invalidation, les seuils de polarité, comme on l'a fait d'ailleurs toute la semaine. Alors c'est quoi un seuil de polarité, c'est de se dire, ok, tant qu'on est là en dessous, je travaille un sens directionnel, donc un sens prioritaire, un plan et une unité de temps. Et on charbonne tant qu'on a raison. Et dès qu'on passe au-dessus de ce seuil de polarité, terminé, voire peut-être même d'ailleurs on change de casquette. D'ailleurs, n'hésitez pas à charbonner les pouces vers le haut, ça vous savez faire, vous devenez d'ailleurs des professionnels et je vous en remercie infiniment. Ça donne la force d'être là tous les dimanches, même si je pourrais être en train de... Et ça me fait plaisir d'être là, je vous remercie encore une fois infiniment, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine